Pays natal. Patrie. Nation. Quelle signification ces termes ont-ils à notre époque? Dans certains pays, ils semblent être des reliques de temps oubliés. Mais dans d'autres, ils sont omniprésents dans la politique et la société. L'un de ces pays est la Turquie. La raison en est ancrée dans son passé. Comme toute grande civilisation, l'histoire des premiers Turcs a commencé de manière modeste et discrète. Ils ont dû se battre pour la liberté avant même d'être visibles sur la scène mondiale. Mais les origines des Turcs ne se trouvent pas en Anatolie, qu'ils habitent depuis un millénaire, mais au cœur de l'Asie. Leur histoire a commencé avec une tribu qui a été longtemps oubliée, les Achinas. Cette tribu était composée de personnes qui avaient fui une invasion d'armées chinoises et devaient reconstruire leur maison. Très vite, les Achinas se sont mêlés aux tribus turques environnantes. Au cours de ce processus, ils ont appris la métallurgie et l'art de la guerre, et ont planifié leurs représailles. Mais pendant un certain temps, ils sont restés les vassaux d'empires plus puissants. Deux frères, dotés d'une éducation politique et d'une expérience militaire, ont pris la tête de la tribu et ont déclenché une révolution. Ils se sont rebellés contre les seigneurs féodaux mongols et chinois de l'époque et ont conduit leur famille à l'indépendance politique et économique. Ce faisant, ils ont mobilisé la force qui avait toujours sommeillé dans les profondeurs de la steppe et ont mené hommes et femmes au combat. En très peu de temps, ils ont également brisé les chaînes de toutes les autres tribus qui parlaient le turc et, en tant que nouveaux chefs, se sont étendus dans toutes les directions. Les Achinas ont ainsi créé en quelques années, et bien avant les Ottomans et les Seldjoukides, un empire turc qui s'étendait de la Corée et de la Mandchourie en Asie à la péninsule de Crimée en Europe. Leur empire devint encore plus vaste que celui des Ottomans un millénaire plus tard. Ils se sont donné le nom de Turcs. Mais ces nouveaux seigneurs de la steppe étaient différents des Huns et des Mongols. Leurs souverains invoquaient d'anciennes traditions turques comme le tangrisme, la religion originelle des peuples turcs, et ne s'arrêtaient pas aux frontières habituelles de la steppe eurasienne. Byzantins, Perses, Coréens et Chinois ont dû faire face à un empire qui possédait à la fois des compétences diplomatiques et une puissance militaire. Voici leur histoire. Bienvenue dans l'ascension des Gökturks. Les Turcs vivent en Anatolie depuis plus de 1000 ans. Leur pays, la Turquie, est connu pour sa diversité géographique, mais aussi culturelle, et constitue un pont entre l'Orient et l'Occident. Ici, au fil du temps, les religions et les peuples du monde entier se sont rencontrés et ont formé un creuset de culture. Chaque visiteur peut faire l'expérience de transition fluide entre tradition et modernité, d'Edirne à Diyarbakir, de Trabzon à Antalya. Et pourtant, l'influence spécifique de la culture turque ne peut être négligée. Les Turcs sont connus pour leur fierté nationale et leur volonté de se battre. Mais aussi pour leur délicieuse nourriture, leur café et leur thé, et leurs dispositions culturelles telles que l'hospitalité et la cohésion familiale. Ils ont commencé à coloniser l'Anatolie après la victoire du sultan Alp Arslan des Seldjoukides sur Byzance et ont établi un empire mondial qui s'est étendu jusqu'aux portes de Vienne sous le nom d'Osman. Mais il y a une particularité qui avait fortement marqué les Turcs jusqu'à leur arrivée en Anatolie. Leur passé culturel a été marqué par de nombreux changements et leur apparence a pu évoluer, mais les Turcs de Turquie parlent une langue et entretiennent une culture dont les origines sont ailleurs. Et c'est là une caractéristique particulière de tous les peuples turcs. Ils n'ont jamais vécu trop longtemps au même endroit. Cette carte du XIe siècle l'illustre. Pendant des milliers d'années, les peuples dits turcs, des groupes parlant l'une des nombreuses langues turques, ont vécu dans toute l'Eurasie. Au lieu d'être unis dans un empire, ils étaient regroupés en petites fédérations, et certaines tribus étaient même isolées de toutes les autres. Les Turcs de cette époque sont restés dans la ceinture de la steppe eurasienne, qui présente des caractéristiques géographiques diverses, de l'Ukraine à la Mongolie. Sur le chemin de l'intérieur de l'Asie, la steppe nous conduit à l'endroit qui est devenu connu comme l'origine de tous les Turcs, à l'égal de leur dialecte et de leur mode de vie, le légendaire Altay. Cette région comprend à la fois des paysages verts avec de nombreuses rivières et vallées et une chaîne de montagnes qui s'étend sur toute la zone. Connu en chinois sous le nom de Tian Shan, le plus haut sommet est Angrikan, du nom du souverain du ciel dans la mythologie turque. Cette montagne d'or est située dans une région frontalière qui est actuellement divisée entre 4 pays. Les hautes montagnes s'étendent du sud de la Sibérie, au nord, aux plaines arides de l'actuel Xinjiang, où vivent les Ouïghours, au sud. De là, il y a plus de 4000 km de distance jusqu'à Ankara, la capitale de la Turquie.
Comment et pourquoi les Turcs ont-ils migré si loin vers l'ouest? À proximité, dans des pays comme le Kazakhstan, le Kirghizstan et aussi dans le nord-est et le sud de la Russie, vivent des personnes qui sont également classées comme turques. Mais loin de l'Asie, outre les Turcs d'Anatolie, d'autres groupes ethniques ont migré très loin, par exemple, les Gagaous de Roumanie, les Turkmènes de Syrie et d'Irak, ou les Tatars de Crimée. Ces peuples ne sont pas à 100% d'origine purement turque, car la généalogie a montré qu'ils sont les descendants de nombreux groupes ethniques différents. Le turc en tant qu'ethnie n'est apparu qu'avec le temps. Les Turcs sont donc d'origine multiethnique, mais leur identité, façonnée par la langue, la tradition et la religion, est précisément turque. Cette identité a perduré pendant de nombreux siècles, et après la fin de l'Empire ottoman en 1922 et la chute de l'Union soviétique en 1991, les peuples turcs, de l'Europe à l'Asie, ont commencé à prendre conscience de l'origine de leur ordre social. Néanmoins, la question de savoir pourquoi beaucoup plus de Turcs vivent aujourd'hui dans ces endroits plutôt que dans la région de l'Altai est justifiée. Elle nous conduit à l'histoire de l'émergence de l'identité turque. À une histoire qui évoque à la fois la tragédie et l'espoir. À la légende d'Azena. Comme souvent dans l'histoire, les guerres entre États ou groupes ethniques dans l'Asie de l'Antiquité tardive ont entraîné des fuites et des déplacements un peu partout. Au sud de l'Altai se trouve le désert du Taklamakan, un endroit inhospitalier. En revanche, sur l'anneau nord, à la transition avec l'Altai, les conditions de vie étaient meilleures. Du bassin du Tarim à la région de Gaoshan, cette ceinture était parsemée de nombreuses villes oasis. De nombreux peuples, dont des Chinois et des Indo-Iraniens, y ont vécu et régné pendant plus d'un millénaire. À la fin de l'Antiquité, des familles descendant des légendaires y avaient pignon sur rue. En 439, les dynasties chinoises ont commencé à expulser ces familles. Dans un village, tous les membres de la famille ont même été tués par les envahisseurs, tout sauf un garçon de 10 ans qui a réussi à s'échapper. Cependant, le garçon a été blessé et n'est pas allé très loin, c'est alors qu'il a rencontré une louve qui s'est liée d'amitié avec lui. Le chef des envahisseurs l'a pris et ordonna à ses soldats de tuer le garçon ainsi que la louve, mais la louve s'enfuit avec le garçon à une vitesse inhospitalière vers une montagne, au nord de la région de Joshan. Ils sont arrivés à l'Altai. Elle le logea dans une grotte entourée d'une plaine à la végétation riche. La louve a nourri le garçon et l'a regardé grandir pour devenir un homme. À un moment donné, les deux fusionnèrent, et elle donna naissance à 10 petits garçons, qui devinrent ensuite des hommes forts. À l'âge adulte, ces 10-là quittèrent la région des grottes et se mêlèrent aux villages environnants. Chacun d'eux eut à son tour des enfants, et c'est ainsi que naquit une famille élargie de 700 personnes. Ils portaient tout le nom des Pachina, en l'honneur de leur mère, qui s'appelait Azena. Le symbole du loup est depuis lors omniprésent dans la littérature turque et dans certains cercles politiques. Mais Azena n'était pas un loup gris, comme on le raconte souvent, mais un loup bleu, bleu à cause de sa fourrure, qui se teintait de bleu quand le garçon la voyait. Et à cause de son lien avec Göktangri, le maître du ciel bleu éternel, qui, agissant comme un dieu, avait amené Azena sur terre pour sauver le garçon de la mort. Avec un nouveau courage, les hommes d'Achina ont appris l'art de la guerre et se sont vengés des ennemis de leur père. La légende d'Azena passe à ce moment-là à la légende d'Ergenekon. Les chaînes de montagnes protectrices, où le garçon et la louve s'étaient réfugiés, représentaient la seule protection de la famille contre les ennemis. Un forgeron, probablement l'un des 10 fils, a fabriqué un marteau à l'aide duquel les hommes ont pu briser la chaîne de montagnes et libérer le passage. Cela a ouvert la porte vers le monde extérieur. Ce moment est la naissance mythique du Turc. Le Turc était donc littéralement un fils de loup et possédait un talent pour forger des métaux, avec lesquels il était possible de fabriquer des armes. Cette histoire est un mythe censé expliquer métaphoriquement l'origine de la civilisation turque. Il est intéressant de noter qu'elle présente des parallèles avec les histoires d'origine des Ouïsins indo-ariens, qui vivaient à proximité, et même avec celles des Romains. La ville de Rome a vu le jour après que des frères orphelins, Romulus et Remus, aient été recueillis et allaités par une louve. Les deux frères devinrent des hommes et Romulus créa la ville qui porte son nom. Le loup a ensuite joué un rôle non négligeable dans la conscience collective des Romains en tant qu'animal national, au même titre que l'aigle. Pour les Turcs, le loup joue depuis lors un rôle particulièrement important dans la cosmologie, il est l'animal national originel de tous les peuples turcs. Mais le mythe est basé sur un incident réel. Les unités spéciales des Gökturks étaient appelées Beru, ce qui signifie loup. En outre,
les souverains des Gökturks organisaient des cérémonies annuelles dans la grotte des ancêtres pour commémorer la légende de l'Ergenekon. Et les annales chinoises nous parlent d'un événement historique qui pourrait expliquer le contexte de la légende. Les derniers princes de Gaoshan, Wuyi et Anzhu, ont un jour fui vers le nord devant une armée d'invasion et sont arrivés dans la région de l'Altai, où ils se sont réinstallés avec leur famille. Là, ils sont devenus des vassaux du Rohan. Les Turcs, comme on le sait, avaient plus tard également été leurs vassaux et, par coïncidence, apparaissent dans les chronologies d'Asie au moment même où, dans l'Altai, en 439, les derniers disparaissent de l'histoire. C'est l'origine de l'affirmation des érudits chinois selon laquelle les Turcs sont les descendants des Xiongnu, les anciens. En tout cas, la vie réelle des Turcs à cette époque était tout sauf mythique. Au contraire, elle était épuisante et extrêmement routinière. Les Turcs de l'Asie centrale médiévale semblent avoir mené une vie complètement différente de celle des habitants des républiques turques modernes. Cela inclut, bien sûr, leur mode de vie domestique et d'élevage. Ils ne vivaient pas dans des maisons mais dans des yourtes, de grandes tentes robustes qui pouvaient être démontées et reconstruites ailleurs à tout moment. La yourte représentait le centre de la vie nomade turque. En hiver, les familles l'utilisaient pour se déplacer vers le sud, plus chaud, et en été, elles retournaient vers le nord pour échapper à la chaleur. Les Turcs pratiquaient l'entreprise privée en chassant des animaux, en élevant du bétail, en faisant des plantations et en participant au commerce animé le long de l'ancienne route de la soie. La chasse était essentielle pour chaque membre de la famille. Dès leur plus jeune âge, tous les garçons et les filles apprenaient à monter à cheval et à chasser les animaux sauvages. C'est pourquoi, au fil du temps, les Turcs sont devenus d'excellents combattants, capables de manier l'arc et les flèches mieux que les Romains ou les Chinois, par exemple. Il en était de même pour les Huns avant eux et pour les Mongols après eux. Tel était l'héritage de la steppe. Les traditions se sont progressivement cristallisées et ont été transmises de génération en génération, souvent sous la forme de pièces de théâtre et de chansons. Ces traditions sont résumées sous le terme de teur. À toutes ces époques, les Turcs vivaient en lien avec la nature. Et leur teur, à son tour, était étroitement lié à leur religion. Le tengrisme englobe la croyance en Tengri, le souverain omnipotent du ciel bleu éternel, un être qui, contrairement aux autres religions, n'a pas été personnifié. Tengri est une entité qui voit et entend tout. Cependant, Tengri n'est pas explicitement un dieu punitif. Si quelqu'un avait mené une vie moralement bonne, il serait bien traité dans l'au-delà. Une personne qui s'est constamment mal comportée devra en supporter les conséquences et traverser les nombreux niveaux du monde souterrain jusqu'à ce qu'elle doive répondre à son être divin, Erlik. C'est le premier aspect qui rend le tengrisme si unique. Malgré son orientation apparemment monothéiste, il existe de nombreux autres êtres divins comme Erlik ou Humay, le protecteur de tous les enfants à naître et à assimiler à la terre-mère. Les personnes dont l'âme n'était pas en repos à la mort renaissent et ont une seconde chance de vivre une vie décente. Les âmes de toutes les autres personnes sont partiellement transférées dans les choses de la nature. Les arbres, les montagnes, les rivières et les lacs sont habités par ce qu'on appelle les esprits de la terre et de l'eau, qui sont censés assurer l'équilibre entre la nature et l'homme. De nombreuses coutumes tengristes ont survécu et sont encore pratiquées dans les pays turcophones, de la Turquie au Kazakhstan, chez les Yakoutes en Sibérie ainsi que chez les Tatars en Crimée. Citons par exemple certaines règles de comportement après la naissance d'un enfant et avant les funérailles d'un membre de la famille, la décoration des arbres à souhait, les chiffres sacrés comme le 7 et le 40 et le tambour du chaman. Le chaman ne jouait pas un rôle central dans le tengrisme, les anciens Turcs n'étaient pas chamanistes, bien que le chaman ait accompli des tâches importantes. Par exemple, il maîtrisait l'herboristerie et jouait le rôle de guérisseur des malades. Il devait également accomplir des rites cérémoniels pour contacter Tengri et les autres divinités, et ainsi donner des conseils aux souverains. En général, le tengrisme est un équilibre harmonieux des forces. Idéalement, les gens devraient vivre en harmonie avec la nature. Ils ne devraient pas manger et boire plus que nécessaire. Ils ne doivent pas causer la destruction d'autres peuples et ne doivent pas utiliser la nature pour leurs propres bénéfices. L'acceptation d'autres religions est liée à ce principe. Le tengrisme était syncrétique, ce qui signifie que ses adeptes acceptaient des aspects d'autres religions et les intégraient même dans leurs croyances, un peu comme les Romains, les Égyptiens ou les Sumériens. Le caractère polythéiste de la foi se manifeste dans la variété des divinités ou des êtres semblables à des dieux qui sont fermement ancrés dans la mythologie turque, comme Kaira, qui porte l'âme de Tengri et veille sur l'univers. Le fils de ce dernier, Alaz, est le dieu du feu, qui pouvait purifier les âmes des gens après leur séjour aux enfers. Ulgène est le fils de Tengri,
Il représente le bien, le bien-être et les surplus de nourriture et d'eau. Il est l'adversaire d'Erlik. Lors d'une bataille épique, Ulgen a pu vaincre Erlik, et à partir de ce moment, il a assumé le rôle de protecteur du peuple. Hésit, comme Humay, était déesse de la fertilité et responsable de l'inscription de tous les nouveau-nés dans le livre d'or du destin, tandis qu'Eata, dieu de la lune, habitait le 6e étage du ciel, avec Gunana, déesse du soleil. Des valeurs telles que le courage, la modestie et la justice étaient tenues en haute estime par les Turcs ainsi que par les Mongols et les Huns. L'égalité entre la femme et l'homme turc était considérée comme absolue. Si la plupart des dirigeants des États tengristes étaient des hommes, les femmes assumaient des rôles non seulement de diplomates, mais aussi de générales et de gouvernantes. Pour l'essentiel, leur rôle consistait à maintenir l'ordre social et à renforcer la cohésion au sein du peuple. Les érudits chinois, qui ont beaucoup écrit sur les anciens Turcs, trouvaient ces qualités émancipatrices inhabituelles, voire ridicules. Ils s'étonnaient néanmoins de l'honnêteté répandue parmi les gens du peuple, dont ils déduisaient en partie la naïveté et la bonne nature des souverains turcs. Mais l'enseignement le plus important du tengrisme est d'apprendre de ses erreurs, de laisser le passé derrière soi et de créer un avenir meilleur pour soi et sa famille. Ainsi, tout ce qui existe fait partie d'un cycle de vie éternel. Pour cette raison, les arbres, comme l'arbre de vie, sont des êtres sacrés dans la mythologie turque, au même titre que le loup ou le cheval. L'homme fait partie de ce monde au même titre que les plantes ou les animaux, mais contrairement à eux, il peut nuire intentionnellement à son environnement. Il doit donc respecter certaines règles afin de maintenir l'équilibre des forces. Une personne qui doit se rendre aux enfers après sa mort n'y est pas piégée pour toujours, de toute façon. Au lieu de cela, les âmes sont autorisées à monter dans l'au-delà une fois leur punition purgée, et s'installent au 3e étage de l'au-delà. L'au-delà et le monde souterrain ont chacun cet étage. Tengri habite au plus haut étage du ciel, et Erlik au dernier étage du monde souterrain. L'idée de l'arbre de vie, qui relie le ciel et le monde souterrain à la terre et permet de monter et de descendre entre ces dimensions, est liée à ce concept. Les Turcs partagent donc dans leur cosmologie un concept qui existe dans les pays scandinaves d'Europe. Et Tengri présente des similitudes frappantes avec le dieu sumérien d'Ingir et avec Dieu, le dieu du ciel de la mythologie indo-européenne. En tout cas, le tengrisme n'est pas dogmatique. Quelqu'un qui loue constamment Tengri mais mène une vie antisociale doit rendre visite à Erlik après la mort. Mais un autre humain qui n'aurait même pas prié Tengri ou n'aurait jamais pensé à lui, peut-être même aurait-il été adepte d'autres religions, mais aurait au contraire mené une bonne vie, serait récompensé par Tengri après la mort. Les détails de l'ordre social, c'est-à-dire les droits et les interdictions dans une nation, doivent être élaborés par les gens entre eux. Le tengrisme ne fait que fournir le cadre de la coexistence. En ce sens, le tengrisme est moins une religion qu'une philosophie de vie. Environ 100 ans après la fuite vers les montagnes de l'Altai, le nom Ashina réapparaît dans l'histoire. Entre-temps, le clan s'est allié à la population environnante et a néanmoins réussi à se maintenir contre les influences indésirables. Mais le chef des Ashina, un vieil homme nommé Tuwu, ne put empêcher la vassalisation des Rourans. Les Rourans étaient les seigneurs de la steppe à cette époque. Ils régnaient sur un territoire qui s'étendait de la Mandchourie à l'actuel Kazakhstan. Leur chef portait le titre de Khagan et se considérait comme le représentant de Dieu sur terre. De sa position, il regardait de haut tous ceux qui vivaient dans son royaume et devaient le servir. Outre les Ashina, il y avait les Tiels, une confédération peu structurée de nombreuses tribus turques. Tuwu n'était pas assez fort pour mettre un terme à cette situation. Mais son fils Buma en avait assez de la domination du Khagan, et surtout de la position inférieure de sa famille. En 545, il a pris la tête du clan Ashina. À cette époque, les Ashina étaient connus dans toute la région comme des forgerons industrieux qui fabriquaient leurs propres armes. C'est ainsi que Buma se lance dans un raid habituel en territoire chinois sans l'aide de son Khagan. Dans le nord de la Chine, deux grandes familles régnaient, qui étaient en fait des descendants des anciens. Cette famille Tuoba s'était ensuite divisée, et désormais les Wei occidentaux et les Kui du nord étaient hostiles les uns aux autres. Lorsque les Ashina sont arrivés dans la région de Wei, leur chancelier Yuantai a vu une opportunité unique. Le jeune Buma semblait ambitieux et compétent, et il était fatigué de la domination des Rourans, tout comme les Wei. Par conséquent, Yuantai l'a approché et lui a proposé d'établir des relations commerciales. Buma accepta la demande, et c'est ainsi que commença une alliance secrète entre les Ashina et les Wei. Peu de temps après,
une rébellion éclata chez les Tiels, menaçant le règne du Rohan. Mais le Khagan reçut l'aide inattendue des Ashinas. Buma a écrasé la révolte de la Fédération de Tiel. Il fut le premier à placer sous son contrôle le groupe de 250 000 guerriers des steppes. Par la suite, il est allé voir le Khagan et a demandé la main de sa fille, en remerciement de ses efforts. Mais Anagi, le Khagan, a refusé, qualifiant Buma d'esclavagiste de bas étage. Ce faisant, Anagi avait déclenché une série d'événements qui allaient entraîner sa chute. Buma rompit avec colère toutes les relations avec le Rouran et demanda à la place la main d'une princesse Wei. Yuan Tai accepta et donna la fille de l'empereur, Shangl, au clan Ashina. L'alliance des deux familles était maintenant complète, et avec les guerriers Tiel en réserve, Buma commença sa propre révolte contre Anagi. L'armée de Buma défie les forces d'Anagi lors d'une grande bataille en Mongolie en mars 552. La défaite fut si dévastatrice que Anagi se suicida et que sa famille s'enfuit vers le sud. Les Rourans sont contraints de se retirer de la steppe et trouvent refuge chez les Kui du Nord, rivaux des Ouais. Buma accède alors au poste vacant de souverain, prend le titre de Khagan et fonde son propre empire, l'Empire des Turcs. La princesse Shangl devint Kagatin, ou Atin, une autre impératrice, et les Ashinas la nouvelle dynastie dirigeante de la steppe asiatique. En 6 ans, Buma avait accompli ce que les Ashinas et les autres tribus turques n'avaient pas réussi à faire en 600 ans. Pour la première fois dans l'histoire, un État habité et dirigé par des Turcs émergea et devint encore plus grand que tous les précédents. Les Ashinas s'appelaient eux-mêmes Turuk ou Turcs, d'où le nom turc. Ce nom ne faisait probablement référence qu'à leur propre tribu. Mais ils n'étaient pas les seuls Turcs. La plupart des groupes ethniques de la Fédération de Tiel, et d'autres tribus et royaumes d'Eurasie parlaient la même langue que les Ashinas, le vieux turc. Lorsque la famille de Buma a étendu son influence sur l'ensemble de la steppe, elle a elle aussi adopté le terme turc. Leur langue et leurs traditions étaient déjà les mêmes. Mais maintenant, les Turcs du début du Moyen Âge étaient également unis, politiquement. Buma n'est pas le premier souverain turc de l'histoire, mais il est le premier à exiger d'être appelé le souverain des Turcs. Avec l'ambition d'unir les autres tribus turques d'Asie sous sa bannière, Buma se mit au travail avec son frère Istémi pour étendre leur royaume. Ensemble, ils mènent la famille Ashina à la gloire et au pouvoir. Cependant, leur premier grand objectif ne se situe pas en Asie centrale, en Chine ou en Europe, mais en Corée. Buma ne perd pas de temps. Avec la noblesse turque Ashina comme partisan et une importante caste de guerriers, il contrôlait désormais tout le territoire du Rouran, du lac Alakul au Kazakhstan au désert de Gobi et au bassin du Tarim jusqu'à la Grande Muraille de Chine. Le nord inhospitalier est revendiqué par des tribus autonomes. Au sud, il était confronté à deux empires, dont les dirigeants étaient d'origine Han. Il entretenait de bonnes relations avec les Ouais occidentaux, après qu'ils l'eurent indirectement soutenu lors de la guerre d'indépendance. Les Kui du Nord, en revanche, étaient hostiles aux Turcs. Ils avaient accordé l'asile au reste de la dynastie des Rourans et les avaient installés dans les régions frontalières de la steppe. Mais alors que la révolution contre le Rouran était toujours en cours, Buma s'était déjà tourné vers son premier objectif de politique étrangère. Il voulait en effet profiter du chaos général dans la région et s'étendre dans autant de directions que possible. Les Coréens peuplaient les colonies les plus éloignées sur la côte du Pacifique et menaient une existence indépendante depuis des siècles. La zone de peuplement des Coréens était divisée en plusieurs empires. La partie sud était gouvernée par des États qui s'affrontaient dans des coalitions alternées. Le nord appartenait à la domination du Goguryeo. Ce royaume constituait l'apogée de la civilisation coréenne. Pendant 500 ans, il a régné sur la Corée du Nord, la Mandchourie et même certaines parties de la Mongolie. Dans l'Antiquité, les Goguryeo avaient établi des contacts avec les Xiongnu, mais ils avaient été arrêtés par les Chinois. Le contact est à nouveau établi avec un peuple des steppes. Mais les Turcs ne sont pas venus avec des intentions pacifiques. En septembre de l'année 551, une armée de guerriers turcs est apparue à la frontière de Goguryeo. L'armée a assiégé le village de Sinsong. Elle s'est ensuite déplacée et a attaqué une grande ville voisine. Le roi Yangon de Goguryeo a alors envoyé une armée de 10 000 hommes. La contre-attaque coréenne est couronnée de succès et les Turcs se retirent dans les steppes. Le premier contact entre Turcs et Coréens avait été de nature hostile. Mais cet événement s'est révélé par la suite être un moment clé pour les relations turco-coréennes. Les ennemis allaient plus tard devenir des amis. Pour l'instant, la rivière Liao représentait la frontière la plus orientale de l'Empire turc.
Chez lui, Bumhin pouvait se prévaloir d'un empire doté d'une armée impressionnante et d'un territoire considérable, et en termes de politique du pouvoir, il n'était en rien inférieur à son prédécesseur, Anaghi. Au sommet de la hiérarchie politique se trouvait lui-même, le Khagan, l'empereur. L'empire turc ne s'est pas construit sur une invasion extérieure, mais sur une révolution intérieure. Par conséquent, Bumhin n'a pas trop modifié les structures politiques de la steppe. Les Achinas fournissaient désormais les Chads et les Teugins de l'empire, les princes et les généraux. En outre, le titre de beg existait chez les anciens Turcs. Les begs étaient des chefs tribaux de familles autonomes. Mais après qu'ils soient tous devenus subordonnés au Khagan, les begs ne disposaient plus d'une politique étrangère autonome. Cependant, ils avaient l'autorité de diriger des commandements militaires au nom du Khagan. Le terme beg a évolué vers le titre honorifique de bey par la suite. La légitimité du Khagan était construite sur le soutien des begs. Mais son règne était indirect. Bumhin nommait des gouverneurs et des rois tributaires pour maintenir l'unité entre les différentes tribus et peuples. Son état est connu aujourd'hui sous le nom d'Empire des Göktürks. En turc, gök signifie la couleur bleue, et donc le ciel bleu. La direction orientale du ciel était également symbolisée par le bleu. Gök vient du mot original kök, qui signifiait également origine. Les Turcs gök peuvent donc être traduits par turc originel, bleu et céleste à la fois, céleste peut-être parce que leurs chefs ont été choisis par Tengri pour régner. Le Khagan était traité comme un être sacré, un souverain béni par Tengri. Se dresser contre le Khagan signifiait se dresser contre la volonté de Tengri. Le Khagan avait plus de culte que n'importe quel autre être humain. Culte signifie puissance ou énergie sacrée, et en termes de personnes, charisme et chance. La résidence mobile du Khagan se trouvait à Eutuken, dans une ville forestière d'où émanait le culte. Quiconque gouvernait Eutuken, le culte lui accordait la victoire et le succès contre tous les ennemis. C'était également la condition d'un règne réussi. Cependant, Bumhin est mort dans des circonstances mystérieuses peu après avoir fondé son empire. Avant sa mort, il avait pris une décision capitale. Au lieu d'un seul, il devait y avoir 2 souverains dans le Khaganat. Étant donné la taille de l'empire, cette décision était impérative. Mais aucune double royauté n'a été établie. Au lieu de cela, le Khagan est resté à Eutuken, tandis qu'un autre membre de l'Achina devait s'occuper de tous les territoires à l'ouest. Pour établir l'empire, c'est Istémi, jeune frère de Bumhin, qui reçut le titre de vice-roi. Il devait reconnaître l'autorité du Khagan sur son domaine. En cas de doute, le Khagan avait le dernier mot. Après la mort de Bumhin, son fils aîné Kara est devenu le nouveau Khagan. Et tandis que Kara devait s'occuper des restes de Rouran, qui infestaient la région frontalière des Göktürks avec la Chine, son oncle Istémi était déjà en route pour l'Europe. Pourquoi les Göktürks avaient-ils besoin de conquérir de nouveaux territoires? Probablement pas par ennui, car cette région de la steppe eurasienne était déjà remplie à ras-bord de nombreuses tribus et cités-États. Les convaincre de l'autorité des Achinas n'était pas un jeu d'enfant. Car ici vivaient des gens qui rejetaient toute autorité supérieure, sauf celle de Tengri, et préféraient l'autonomie. Une grande partie d'entre eux, cependant, appartenaient à un peuple turc. On ne peut que supposer que c'est la raison qui a motivé la campagne d'Istémi vers l'ouest. Les Achinas savaient probablement déjà qu'il existait de nombreux autres peuples turcs en dehors de ceux qui vivaient autour de l'Altai. Et maintenant, il était nécessaire de les unir tous sous leur domination. Istémi commence sa campagne au printemps 553. L'armée des Göktürks atteint le Grand Lac Yedissu en été. De là, les Göktürks ont accès aux routes commerciales de la route de la soie, qui va de la Chine à la Perse. De nombreuses tribus, comme les Inchionites, se joignent désormais aux Turcs. Le Khaganat des Göktürks était donc limitrophe de l'empire des Hephthalites, également appelé les Huns blancs, qui régnait sur une large bande allant de la mer d'Aral à l'Inde. La ville commerciale de Boukhara se trouvait pratiquement entre le territoire turc et le territoire unique. Cet ancien établissement s'est transformé en une importante métropole commerciale le long de la route de la soie au cours du Moyen Âge. Aujourd'hui encore, au milieu du Vieux-siècle, Boukhara exerçait une influence importante sur le commerce dans la région. Les marchands de Byzance, d'Iran et de Chine s'y rencontraient et échangeaient régulièrement leurs marchandises. Boukhara occupait une position économique importante le long de la route de la soie, et allait bientôt se trouver au centre d'un conflit majeur. Sur le front nord-ouest, les Göktürks devaient s'attendre à une résistance bien moindre. Cette région était depuis des siècles une zone de peuplement permanent des peuples des steppes eurasiennes, ce qui apparaît dans les écrits des historiens anciens. Cependant,
un nom collectif comme site déformait les relations réelles entre les groupes ethniques. Ainsi, au VE siècle, le savant Priscus de Panium rapporte que les Saragures et les Onogures sont arrivés chez le Romain d'Orient à Constantinople, et lui ont demandé de l'aide. Ils avaient été chassés de leur patrie sur la mer Noire par les Sabires, à leur tour, avaient été victimes d'une attaque des Avars, qui avaient étendu leur empire à l'Asie occidentale et tentaient de s'y installer. Nous pouvons en conclure que l'influence de la culture turque atteignait déjà profondément l'Europe orientale lorsque les Achinaïs sont arrivés. Car les Onogures ainsi que les Saragures faisaient partie de la Fédération Ogure, qui était elle-même une branche de la Confédération turctielle. Cela expliquerait l'absence de toute source sur les batailles des Turcs de Gök lors de leur expansion en Europe, il n'y avait tout simplement pas de bataille à enregistrer. Les Turcs d'Asie orientale n'ont pas combattu les Turcs d'Occident, et pourtant, ou peut-être à cause de cela, ont pu les intégrer si rapidement à leur empire. Mais lorsque les armées d'Istémie sont arrivées en Europe de l'Est, elles étaient sur la piste d'un autre groupe ethnique. Un groupe de réfugiés qui avaient tenté de se mettre à l'abri des Turcs, les Rourans. Tandis que leur dynastie dirigeante se réfugiait dans le nord de la Chine, la plupart de la petite noblesse, y compris la caste des chevaliers, se dirigeaient vers l'Asie occidentale. Au cours de ce périple, ils ont rencontré et se sont mêlés aux Avars, qui avaient probablement des liens avec les Rourans. En raison de la rareté des sources, il est impossible d'assimiler Rourans et Avars, mais on peut très bien supposer que les réfugiés Rourans ont pris le contrôle des Avars. Ainsi, en peu de temps, les Avars sont passés d'une fédération tribale à un khaganat, le titre de Khagan, qui appartenait en fait aux Gökturks, a été revendiqué et maintenu par les Rourans en Europe. Par conséquent, les Turcs en avaient après eux. Une correspondance entre Istémie et Byzance révèle en outre que ces Avars étaient bien connus des Gökturks. Avant que leur Khagante ne puisse s'élever au rang de grand empire, les Avars devaient consolider leur domination sur les tribus slaves et en partie germaniques, et pour cela ils avaient besoin d'une promesse de protection de Byzance. Ce faisant, cependant, ils sont poursuivis par les troupes de représailles d'Istémie. Dans un message à l'empereur byzantin Morikio, ce dernier fait savoir ce qu'il a l'intention de faire avec les Avars. Les Byzantins, quant à eux, espéraient mobiliser les Turcs contre leur ennemi juré, la Perse, à l'est. Les guerres séculaires entre Byzance et la Perse s'apparentent à une lutte acharnée pour la suprématie au Moyen-Orient, et les Turcs deviennent un facteur important dans cette confrontation. Mais les Avars avaient réussi à creuser un fossé entre les Turcs et les Romains d'Orient. Il n'y a pas eu de rapprochement entre les Turcs et les Byzantins. Après avoir consolidé la domination turque au Kazakhstan et dans certaines parties de l'Europe de l'Est, Istémie se tourne vers la Bactriane et la Sogdia, les portes du Moyen-Orient. Au sud des Hephtalitènes, en Iran, les Sassanides, qui avaient établi un nouvel empire perse après l'effondrement de l'empire parthe, n'attendaient que de rétablir leur domination historique sur la Transoxiane. Les Sassanides et les Hephthalites étaient donc hostiles les uns aux autres. Puis, peu avant le début des hostilités entre les Perses et les Huns, les Gökturks arrivent dans la région. Comme l'empereur byzantin, le roi perse tourna son attention vers cette nouvelle grande puissance. Les Turcs, sous la bannière du Khaganat Gökturk, sont militairement plus organisés que jamais. Toutes les petites tribus de la région mettent en commun leurs capacités militaires et peuvent marcher sous les ordres d'Istémie. Mais en cas de conquête de la Sogdia et de la Bactriane par Istémie, les Turcs auraient pu fermer à tout moment et à volonté la route de la soie aux commerçants perses ou byzantins. Par conséquent, les Sassanides ont secrètement approché Istémie et lui ont fait une proposition qu'il ne pouvait pas refuser. De l'autre côté du continent, des intrigues se préparent qui vont façonner de manière décisive l'avenir politique de l'Asie de l'Est pour les 200 prochaines années. La dynastie Kui, craignant une invasion des Gökturks, fit construire un mur de 400 km le long de la frontière avec le Khaganat. Dans le même temps, les Kui hébergeaient des membres de haut rang de la dynastie Rouran. La dynastie voisine des Ouais, en revanche, avait immédiatement remis aux Gökturks les réfugiés Rourans qui arrivaient sur son territoire. Il y avait une guerre froide entre Ouais et Kui depuis un certain temps, et les Gökturks ont joué un rôle central pendant ce conflit en tant que troisième faction, similaire à la situation au Moyen-Orient. Malgré les murs et les frontières étatiques, le trafic des marchands et des commerçants était relativement sans frontières à cette époque. Kara, le nouveau Khagan des Gökturks, prend le titre d'Issik et mène une campagne contre Dangzu, le chef des Rourans. L'empereur Hongxuan, lui-même descendant du turco-mongol Xianbei, avait offert à Dangzu et à sa famille une protection contre les Turcs. En février 553, cependant, Dangzu fut contraint par Hongxuan à aller lui-même combattre les Gökturks, maintenant ainsi l'influence des Kui dans la steppe.
Au printemps, Dangzu marche vers la Mongolie, mais ici Kagan parvient à submerger son armée et à la vaincre lors de la bataille d'Ordo. Après des mois d'assassinats au sein de la dynastie des Rourans, en Luoshan, le dernier fils d'Anagi, prit la position de chef sur les ordres de l'empereur Wangxuan. Al-Nushan était d'ailleurs un gendre de l'empereur. Profitant de cette alliance familiale, l'empereur Kui espérait persuader les Rourans d'attaquer à nouveau les Turcs. Mais Al-Nushan se rendit compte qu'il était utilisé comme un pion et se rebella contre la domination de Kui. Il mène 50 000 hommes au combat en septembre, mais est vaincu par l'armée impériale. Wangxuan repousse à nouveau une seconde attaque des Rourans en hiver et fait capturer quelques 30 000 membres des Rourans. Les femmes et les enfants sont envoyés en esclavage. Les Kui avaient vaincu les Rourans, mais l'épuisement s'était progressivement installé en raison des efforts des dernières années. Outre la stratégie mal avisée de Wangxuan, alcoolique permanent, leur position géopolitique se dégradait massivement. Quant aux Turcs de Gök, sous la bannière d'Issyk, ils avaient, pour leur part, sécurisé les frontières avec les États du nord de la Chine et empêché de surcroît le retour de leurs anciens féodaux dans les steppes. À ce moment précis, Issyk est mort. Les circonstances de sa mort? Une maladie, dit-on. Heureusement, une crise d'État a été évitée lorsque Mukan, le fils aîné suivant de Bumin, est monté sur le trône avec le soutien de la noblesse et a stabilisé la situation politique en l'an 554. Dans les années qui suivent, Mukan poursuit une politique étrangère active en détruisant les restes des Rourans dans le nord-ouest, et en soumettant les Kirghizes entêtés sur le Yenisei. Les Kirghizes sont connus pour leur exploitation minière et fournissent désormais les Gökturks en gisement d'or. Peu de temps après, Mukan conquiert également le territoire Khitan et intègre ses proto-mongols à son empire. La puissance de l'empire turc s'accroît rapidement en peu de temps. En 554 ou 555, l'empire des Gökturks était déjà 2 fois plus grand que le légendaire empire des steppes des Indes d'Asie. Et grâce à l'approvisionnement assuré en or et en fer des Sogdiens et au contrôle du commerce le long de la route de la soie, le Khaganat devient de plus en plus attrayant pour les marchands et les négociants du monde entier. Les Turcs accueillaient de plus en plus de diplomates et de pèlerins religieux venus d'Inde, du Tibet et de Chine. Bien que les Sogdiens vivaient dans la partie occidentale de l'empire, ils avaient déjà ouvert des routes commerciales vers la Chine alors que les Huns régnaient encore sur les peuples des steppes. Après l'établissement de l'empire turc, ils furent de plus en plus nombreux à affluer vers l'est. Progressivement, des marchands sogdiens s'installent à Eutuken et sur l'Altai, et prennent en charge les activités administratives au service de Mukan. Les Sogdiens deviennent des intermédiaires pour les Turcs dans leur litige avec les Chinois. Dans le même temps, ils prêtent aux Turcs leur écriture, qui deviendra plus tard l'écriture vieux turque. Ainsi est né l'alphabet national des Turcs. Presque au même moment, les Ouais de l'Ouest se sont effondrés. Ils ont été remplacés par les Zhou du Nord sous la direction de Yuan-tai, une connaissance de Bumin. Yuan-tai avait été actif au service des Ouais occidentaux en tant que général de haut rang pendant 20 ans. Il est mort en 557 après l'établissement de son propre empire. Ses 2 successeurs sont morts chacun peu de temps après. Ce n'est qu'avec l'entrée en fonction de l'empereur Wu qu'une période prolongée de stabilité a commencé dans l'empire Zhou. Dans ces circonstances, l'empereur Wu a mené une politique étrangère plus offensive contre la dynastie rivale des Kui du Nord. Pour atteindre ses objectifs, il avait besoin de l'aide des Turcs, avec lesquels l'empereur Wu avait réaffirmé son alliance, peu après son arrivée au pouvoir. Il a fait la proposition suivante à Mukan: les Turcs et les Chinois du Zhou entreraient en guerre contre les Kui. Les Turcs seraient autorisés à garder leur butin. En retour, Mukan léguerait une de ses filles à l'empereur Wu. Mukan accepte. Ainsi, les 2 souverains lient leur alliance familiale à leurs intérêts géopolitiques. À l'ouest les Byzantins et les Avars, au sud les Huns et les Perses, à l'est les Coréens et les Chinois. Après une période de succès, des temps difficiles s'annoncent. Le sort de l'empire et de ses habitants était désormais entre les mains d'Istémi et de Mukan. Les années 560 commencent pour les Gökturks par 2 conflits militaires majeurs. Le premier a eu lieu en Transoxiane après que les troupes d'Istémi aient marché jusqu'à Boukhara. Turcs et Huns s'affrontèrent pendant 7 jours et 7 nuits dans une bataille massive. Le 8e jour, les Turcs s'emparent de l'Arc, citadelle et palais du pouvoir de Boukhara, arrachant la ville au contrôle des Huns. Plus tard, il s'avéra que Istémi avait eu un rendez-vous secret avec le roi perse Khosrau, peu avant la bataille. Tous 2 avaient convenu d'une guerre commune contre les Huns blancs. Lorsque les Turcs sont entrés dans Boukhara par le nord-est, les soldats perses du sud-ouest ont marché en même temps.
Ainsi, les Huns blancs ont été encerclés des deux côtés et franchement anéantis. Boukhara passe aux mains des Turcs. Après avoir établi son autorité sur la ville commerciale, Istémi apprend que la noblesse unique a quitté la région avant la bataille et s'est enfuie en Afghanistan. Là, ils ont couronné un homme nommé Faganish comme leur roi. Mais après que les Perses aient également envahi la région, Faganish fut bouleversé et dut soumettre son peuple à la domination des Perses, qui étaient supérieurs. Istémi changea alors d'attitude envers les Huns, et offrit à Faganish un refuge et un morceau de terre dans le Khaganat. Faganish accepta, et les Hephthalites restants devinrent ainsi les vassaux d'Istémi. Ils sont autorisés à conserver les titres royaux uniques de moindre importance, et ne sont tenus de reconnaître que l'autorité de la dynastie Ashina. Istémi intègre ainsi les guerriers uniques dans son armée, avec la conquête de la Sogdia, prive les Perses d'une importante source de pouvoir. Au cours des années suivantes, de nombreux Turcs se sont installés dans les villes situées le long de la route de la soie, notamment Tachkent et Samarkand, de sorte qu'ils sont entrés en contact étroit avec les Sogdiens, un peuple composé principalement de marchands, de commerçants et de diplomates. La région environnante est aujourd'hui connue sous le nom de Turkestan, le pays des Turcs, qui sont devenus la culture dominante dans les siècles qui ont suivi. Alors que les Gökturks étaient encore au pouvoir, l'Asie centrale a connu un véritable boom économique. Les rapports chinois montrent que l'agriculture, l'industrie, les manufactures et le commerce des indigènes, principalement iraniens, à l'ouest du Khaganat connaissent un nouvel essor. Les Gökturks ont également soutenu financièrement le développement des infrastructures, par exemple, les systèmes d'égouts de Sogdia ont été réparés après des décennies de guerre. La région de Tachkent, au Kirghizstan, a également connu des progrès techniques dans le domaine de la poterie et de l'émaillage. Cependant, après la défaite des Huns blancs, le Khaganat borde pour la première fois l'Empire perse. La frontière n'était pas encore fixée. En outre, il y avait la question du contrôle des routes commerciales menant à l'Asie orientale. La bataille pour la route de la soie venait de commencer. Pendant ce temps, à l'est, Mukan a rejoint la dynastie Zhou dans la guerre contre la dynastie Kui. Le front sud était dirigé par le général Zhudaxivu. Son objectif était de capturer la ville frontalière de Pingyang. Au nord, une armée combinée turco-chinoise a attaqué. Les guerriers turcs ont joint leurs forces à celles d'une armée de Chinois dirigée par Yangzhang. La force combinée a ensuite marché dans la région de Kui, et a avancé jusqu'à Taiyang, qui se trouvait relativement profondément dans la région de Kui. Le Kui du Nord, dirigé par l'empereur Wusheng, ne peut résister à l'assaut des Zhou et des Gökturks. Cependant, Wusheng n'est pas resté les bras croisés. Il a chargé le légendaire général Ulugang de stopper l'attaque des Zhou au sud. Au même moment, Wusheng lui-même s'est rendu à Taiyang avec une armée pour repousser Yangzhang et les Turcs. Lorsqu'il est entré dans la ville, il a été tellement impressionné par la force des soldats ennemis qu'il a d'abord voulu fuir le champ de bataille. Ce n'est que sur l'insistance de certains princes de haut rang que Wusheng a fait demi-tour et a fait face à ses ennemis. Les Kui ne parvinrent pas à chasser l'armée attaquante, mais purent tenir Taiyang pour le moment. La ville a ensuite été assiégée par l'armée turque au cours de l'hiver 563/564, mais n'a jamais été totalement maîtrisée. Ce n'est qu'au printemps 564 que Wusheng parvient à renverser la vapeur et à forcer l'armée de Zhou Gökturk à battre en retraite. Au même moment, les forces de Ulugang sont victorieuses de Daxi au sud. Ainsi, la première offensive des Gökturks et de l'Empire Zhou n'avait pas répondu aux attentes. Daxi mène une seconde offensive l'année suivante. Cette fois, l'empereur Kui Wusheng ordonna aux deux généraux Duan et Ulu de protéger Luoyang de l'assaut des Zhou. En effet, l'armée Kui combinée a rapidement vaincu les forces de Daxi. Alors que Ulu pouvait se réjouir de l'augmentation de son prestige et d'un titre décerné par l'empereur, Wusheng devait s'inquiéter du fait que c'était principalement les Turcs Gök qui avaient attaqué et pillé avec succès la région de Taiyang. Les Turcs avaient battu en retraite sans subir de pertes, et ils n'avaient même pas rejoint la seconde offensive, tandis que les Zhou n'avaient perdu la bataille que de justesse. Au final, les dynasties Ashina et Wei ont envoyé des signes de force aux Kui, et les Turcs se sont affirmés comme une puissance majeure dans la région. Les deux guerres, en Afghanistan et en Chine, ont eu un impact considérable sur le cours politique des 2 décennies suivantes. Conséquence indirecte, les Turcs ont fini par contrôler la route de la soie à moyen terme, une route qui se composait en réalité de nombreuses routes commerciales plus petites, qui s'étendaient à leur tour sur 2 continents. Pendant longtemps, la fameuse marchandise qu'est la soie a été cultivée exclusivement en Asie orientale. Plus tard, les Perses ont également eu accès à ce produit de luxe, qui était principalement utilisé pour la production de textiles de haute qualité. Outre la soie, le coton, les épices, les minéraux et d'autres biens précieux étaient également transportés et échangés.
Le commerce était effectué par des marchands qui agissaient en tant que particuliers le long des postes de traite. Mais le commerce était parfois associé à des droits de douane. Et un État qui avait le dessus militairement le long des postes de commerce pouvait refuser l'entrée et le commerce aux marchands de certains pays. Après la bataille de Boukhara, la cour perse se demandait comment les Turcs pouvaient nuire au commerce perse, par exemple, en refusant l'entrée aux marchands perses pour créer une pression économique. Un trait distinctif de la domination turque, cependant, est le fait qu'ils n'ont pas pillé ni même anéanti les villes situées le long des routes commerciales, comme le feront les Mongols quelques 700 ans plus tard. Au contraire, ils ont incorporé ces villes dans leur khaganat, dans certains cas, ont pris en charge leur administration. Istémi semble avoir été un politicien intelligent et diplomate, car il a réussi à établir son autorité sur la Transoxiane sans provoquer de ressentiment de la part des habitants envers les Turcs. Istémi ne s'est pas immiscé dans la religion, la culture ou l'économie de la population locale. Au lieu de cela, il a intégré des personnalités individuelles dans son système de vassaux, d'adjoints, de conseillers et de courtisans. Cette forme de domination indirecte était courante dans les empires turcs. Mais Istémi avait de grandes ambitions. À l'inverse, les Sogdiens avaient déjà prévu d'étendre leur influence le long de la route de la soie, avec l'aide des Gökturks. Ils voulaient augmenter le commerce avec l'Empire byzantin. Mais ils devaient d'abord obtenir la permission du roi de Perse pour traverser le territoire perse afin d'atteindre l'Anatolie. Le scepticisme de l'un envers l'autre était mutuel. Craignant que Istémi ne prépare secrètement une invasion du territoire sassanide, Khosrow marcha personnellement un jour avec une grande armée vers la région frontalière du Tabaristan, également appelée Gurgan, sur la côte sud de la mer Caspienne. Et en effet, il y rencontra Istémi en personne, qui semblait avoir déjà attendu Khosrow. Les Turcs avaient passé l'Oxus et n'étaient pas devant, mais déjà derrière, les portes des hauts plateaux iraniens. Khosrow garde son calme et offre à Istémi de nombreux cadeaux. Ils célébraient vraisemblablement une fête commune. Au passage, Khosrow parvient à persuader Istémi de livrer son vassal un Faganish à la capitale perse. À la suite de cet accord, une partie des Heftalites devient un État vassal des Sassanides. En échange de cet échange de vassaux, les Gökturks ont convenu avec les Perses de tracer une frontière le long du fleuve Oxus. Les Perses renoncent également à leurs prétentions sur la Sogdiane. Pour sceller l'accord, Istémi Khosrow a légué une de ses filles à Khosrow comme épouse. La relation de cette princesse turque avec le roi perse a donné naissance à Hormizd IV. La coexistence pacifique a été ébranlée un jour à cause d'un incident. Les dirigeants des guildes commerciales sogdiennes avaient demandé à Istémi de se rendre à la cour perse, à Ctésiphon. Il voulait y obtenir la permission de traverser le territoire perse. Istémi a accepté à contre-séhur. Mais compte tenu des routes bien développées le long de la route de la soie, il avait été plus facile d'envoyer des émissaires en Anatolie en passant par l'Iran, plutôt que de leur faire traverser les steppes en Ukraine. Lorsque les ambassadeurs sogdiens sont arrivés dans la capitale perse, Khosrow a accepté les cadeaux qu'il avait apportés et a fait acheter toutes leurs marchandises. Cependant, à la consternation de la délégation, les marchandises furent incendiées en pleine rue. Après que Istémi ait envoyé une seconde délégation à Ctésiphon, Khosrow fit même empoisonner les Sogdiens cette fois. C'était clairement une menace ouverte pour les Sogdiens comme pour les Turcs. Il n'y avait pas de passage pour les commerçants sogdiens vers l'Anatolie, et donc aucune possibilité pour les Turcs d'établir des relations avec Byzance, via la route terrestre du sud. Peu de temps après l'incident, un Sogdien nommé Maniac rendit visite à Istémi à la cour. Maniac était un marchand et un politicien influent à Boukhara, et demanda à Istémi d'envoyer un émissaire sous sa propre direction directement à Byzance. Selon le plan de Maniac, les Sogdiens contourneraient le marché perse en empruntant la route plus dangereuse qui traverse la Volga, où vivent les Onogours turcophones, les Bulgares et d'autres fédérations tribales. Il voulait proposer aux Byzantins une alliance politique avec le Khaganat. Istémi accepte les plans. En 568, Maniac se rendit à Constantinople, où lui et ses amis furent chaleureusement reçus par l'empereur Justin II. Byzance et la Perse avaient fait la paix pour l'instant, mais l'empereur était toujours intéressé par une alliance avec l'empire turc naissant. C'est là que les envoyés ont appris que les Byzantins avaient les moyens de produire eux-mêmes de la soie depuis 555. Dans ce qui était probablement le premier cas d'espionnage économique, deux Sogdiens avaient passé en contrebande des vers à soie du Khotan et du Gökturk Khaganat vers Constantinople pour le compte de l'empereur Justinien. Néanmoins, Maniac voyait l'intérêt de son voyage au pays des Romains d'Orient, car la construction d'alliances était la priorité absolue. L'année suivante,
un envoyé diplomatique dirigé par le général byzantin de haut rang Zémarcho et accompagné de maniaques quitte Constantinople pour retourner au Khaganat. Istémie reçoit Zémarcho à Boukhara et le traite avec gentillesse, presque fraternellement. Selon les archives de Ménandre Protecteur, Istémie, qui est également appelé Cisabulo, reposait sur un trône en or qui avait 2 roues pour que les chevaux puissent le tirer. Cependant, Istémie reçoit les envoyés 2 autres fois, toujours dans l'une de ses autres cours, toutes décorées de soie et d'or. Zémarcho est étonné et impressionné par la puissance et la richesse des Turcs. Mais sa mission, et le désir d'Istémie, étaient clairement pragmatiques. La nouvelle alliance est de nature défensive. Si l'un des 2 alliés était attaqué, par qui que ce soit, l'autre devrait venir en aide militairement à son allié. En 576, 5 autres légations byzantines étaient arrivées à la cour d'Istémie, toutes victimes de raids de mercenaires perses en cours de route. Mais il était déjà trop tard, l'alliance entre les Gökturks et l'Empire byzantin était consolidée. Les rapports diplomatiques des Byzantins fournissent en outre des informations sur la structure sociale de la société turque. La position et le rôle des femmes, comme nous l'avons déjà mentionné, étaient différents de ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Les Khagans et les becs de l'Empire ne prenaient pas plusieurs épouses ou même des concubines, car la polygamie était tout à fait inhabituelle et mal vue chez les anciens Turcs. Ce n'est que plus tard, après la désintégration de l'Empire et au début de l'islamisation des Turcs, que la polygamie fut de plus en plus pratiquée. Envoyés sont surtout surpris par la puissance de certaines femmes turques. Selon Ménandre, une délégation byzantine en route vers le Khaganat a traversé une terre appelée Akaga, du nom d'une femme qui régnait indépendamment sur les tribus qui y vivaient. Le rôle de la femme turque dans l'histoire est également évident ailleurs. L'alliance que les Gökturks avaient conclue avec les Zhou en Asie orientale était liée au mariage de la fille de Mukan avec l'empereur Wu. Mais la guerre perdue contre les Kui a changé le climat politique. Au printemps 565, Wu envoie une délégation de 120 personnes dirigée par Yuan Shin sur le territoire des Gökturks. Le plan était d'escorter la fille de Mukan vers le territoire de Zhou et de la couronner impératrice. Mukan a refusé et a retenu la délégation de Yuan Shin. Quelques années plus tard, une grande tempête infligea de lourds dégâts à la tente d'or de Mukan. Le Khagan y voit un signe de désapprobation divine pour sa révocation de l'offre de mariage, et en retour, il autorise la délégation de Yuan Shin à escorter sa fille à la cour Zhou. Lorsque la fille et princesse d'origine turque est arrivée dans la capitale Zhou, Chang'an, elle a été accueillie personnellement par l'empereur Wu, qui en a fait son impératrice. C'est du moins ce qui s'est passé selon les chroniques chinoises. La véracité de cette histoire ne doit pas être assumée dans son intégralité, car elle impose aux Turcs un stéréotype que les Chinois cultivaient souvent à propos des peuples nomades. Mukan est dépeint tout au long de la chronologie chinoise comme un souverain puissant et courageux, mais dans la perspective que nous venons d'illustrer, il était aussi têtu et naïf. Les Xionul étaient aussi, soi-disant. Ce n'est qu'après une grande tempête qu'il s'est rendu compte de son erreur, et l'empereur chinois, contrairement à Mukan, a été clément et n'a pas gardé rancune. Ce texte a manifestement été écrit en faveur de l'empereur. Néanmoins, c'est un fait historique que la princesse turque est entrée au service de l'empereur et est devenue comme un co-empereur chinois. Elle est décrite dans les sources comme étant immensément belle, et toujours appropriée dans ses actions. Il est intéressant de noter que l'empereur Wu ne semble pas l'avoir favorisée personnellement, car il y avait d'autres femmes à sa cour qui étaient d'origine chinoise, et donc de première classe. Ce n'est qu'après l'intervention de Lady Du qu'il l'a traitée plus favorablement dans la vie politique quotidienne. Lady Du était la nièce de l'empereur. Elle souhaitait que son oncle se montre plus favorable à l'impératrice afin d'apaiser son état d'origine et de pouvoir l'attirer plus fortement du côté des Zhou. Cela en dit long sur le lien entre la jeune femme turque et sa famille, les Ashina. Elle s'est avérée être le principal lien, et la garantie, de l'alliance Gökturk-Zhou. À la cour des Zhou, on lui donne le nom d'impératrice Ashina. En 578, l'empereur Wu meurt et son fils Yuan Yin monte sur le trône en tant qu'empereur Xuan. Il a honoré l'impératrice Ashina en tant qu'impératrice douairière. Cela signifie que même si l'impératrice Ashina était veuve, elle restait à la cour de Chang'an et bénéficiait d'un traitement préférentiel de la part de tous les autres. Elle était montée d'un rang dans la hiérarchie sociale de la cour. Après sa mort, elle a de nouveau été honorée par son successeur, cette fois en tant que grande impératrice douairière. Peu de temps après, la dynastie Zhou fut usurpée par le beau-père de l'empereur Xuan, Yang Jian, qui, en tant qu'empereur Wen, allait établir la puissante et infâme dynastie Sui. Il fit tuer la plupart des courtisans de Chang'an, mais l'impératrice Ashina ne fut pas touchée.
Il semble qu'il s'agissait d'une décision stratégique de la part de Wen, qui ne voulait pas se frotter aux Turcs pour l'instant. Un an plus tard, en 582, l'impératrice Ashina est morte. Elle venait d'avoir 31 ans. Enterrée le 29 avril, elle a récemment suscité l'intérêt des historiens et des archéologues contemporains. Sa tombe, découverte en 1993 au Xinjiang, dans le Turkestan oriental, a été pillée à plusieurs reprises, mais certains objets, dont un certain sceau, ont été préservés. Le sceau doré de l'impératrice Ashina est le premier exemple ancien de l'écriture du sceau d'or. Cette écriture a été inventée pendant la dynastie en quelques siècles plus tôt, mais elle est revenue en usage pendant la dynastie Zhou. Mukan fut hérité par Taspar, un autre fils de Buma. Taspar était désormais le maître d'un empire mondial. À un moment donné, le Khagan a fait référence aux empereurs chinois comme étant ses fils. Cependant, dès son entrée en fonction, il a pris sur lui une énorme responsabilité. En tant que chef incontesté de tous les peuples turcs, il disposait d'un large éventail d'outils militaires et politiques. À cette époque, le Khaganat couvrait déjà quelques 6 millions de kilomètres carrés. Il a donc fallu procéder à des changements organisationnels. Au cours de la première année de son règne, Taspar a nommé ses neveux, Ishbara et Beru, comme petits Khagans. Puis il s'est intéressé à l'évolution de la situation géopolitique en Chine. Les régents autrefois fiers de la dynastie du Kui du Nord avaient été conquis par les Zhou en l'espace d'un an. Mais les Zhou n'étaient pas les seuls à avoir un pouvoir politique et militaire. Quand ils ont contrôlé la quasi-totalité de la frontière avec les Gökturks, Taspar a pris une décision logique. Il a changé de partenaire d'alliance. Après 30 ans d'amitié avec les Zhou, il voulait soutenir leurs rivaux pour empêcher un État chinois unifié et garder l'équilibre du pouvoir en sa faveur. Les Zhou étaient tout simplement devenus trop puissants. Cependant, leur déclarer la guerre aurait été désavantageux. Les facteurs qui s'y opposaient étaient le libre-échange le long de la route de la soie orientale et la présence de l'impératrice Ashina à la cour des Zhou. Au lieu de cela, Taspar a capitalisé sur le désespoir d'un certain Gao Shawa, noble des Kui, qui avait tenté en vain avec ses troupes d'empêcher la domination des Zhou. Le soutenir était un moyen subtil de faire pression sur les Zhou. L'empire du Kui a connu des temps difficiles face aux attaques des Turcs et des Zhou. Ce n'est que sous l'empereur Ouzou qu'une période de stabilité a commencé. Néanmoins, il est blâmé dans les livres d'histoire de la Chine pour la montée de la corruption et de la prodigalité financière. Le personnage clé de ce conflit est lié à cet empereur, Ulugang, commandant en chef de l'armée Kui. Cet homme, qui avait récemment défendu sa patrie contre les Turcs, est mort à la suite d'une conspiration de palais, par l'intervention de Ouzou. Et l'assassinat du général a indirectement entraîné la chute des Kui. Lorsque les Zhou ont envahi les Kui en 577, les autres généraux ont été incapables de repousser l'attaque. Cette série d'événements pousse Shawa à l'action. Lorsque le jeune prince arrive à Mayi, les habitants l'accueillent et soutiennent le mouvement de résistance. Shawa les entraîne dans la bataille avec ses troupes loyales. En 577, l'armée de Shawa attaque Jinyan. L'attaque échoue. La situation s'est aggravée lorsque les Zhou ont lancé une contre-attaque. Le mouvement de résistance est alors contraint de se retirer à Mayi. En quelques jours, l'armée Zhou y est également arrivée. Leur général Shangju a vaincu Shawa dans une bataille et l'a forcé à fuir. C'était une raison suffisante pour Shawa de quitter sa patrie pour de bon. Lorsqu'il est arrivé à la cour de Taspar, il avait une réputation à réparer. Il voulait devenir empereur du Kui du Nord, puis régner sur toute la Chine du Nord. À cette époque, Taspar n'était rien de moins que l'homme le plus influent de toute l'Eurasie, et le souverain le plus puissant du monde. Peut-être n'avait-il pas gagné cette réputation, car Taspar avait suivi les traces de son frère Mukan. Et maintenant, il accueillait quelqu'un issu d'une famille qui s'était battue pour tout ce que la dynastie Ashina avait défendu depuis le tout début, un État turc indépendant. Mais la décision de Taspar était basée sur des considérations stratégiques. Le pragmatisme primait à cette époque. Au même moment, l'empereur Wu de la dynastie Zhou du Nord est mort. Shawa y voit l'occasion rêvée d'entrer en Chine et d'expulser les Zhou. La mort de Wu, en fait, a déclenché plusieurs révoltes dans toute la région de Kui. La plus importante a eu lieu près de l'actuel Pékin. Lu Shanqi devient le chef d'une révolte de paysans. Il accueille alors Shawa, arrivé du Nord, et s'allie avec lui. En tant que membre influx de la coalition Gökturk-Kui, Taspar propose à Shawa et à ses quelques milliers de soldats chinois d'envahir le territoire de Zhou, tout en étant soutenu par des forces turques. Cependant, il n'a envoyé aucun général turc à la bataille.
Shawa a attaqué Jisheng. Cette fois, il réussit à vaincre les subordonnés de son ancien rival Shangju. Cependant, Shangju a de nouveau une longueur d'avance et attaque le flanc des rebelles, tuant le chef paysan Lu. Cela a incité les forces de Shawa à se retirer sur le territoire de Göktürk. Malheureusement pour lui, les diplomates turcs avaient cherché à conclure un traité de paix officiel avec les Zhou du Nord, au nom de Taspar. Leur nouvel empereur, Xuan, a tenté de passer un accord avec le Khagan. Il lui promit sa cousine, la princesse Qianjin, comme épouse, si Taspar livrait Gao Shawa aux Zhou. Après une ruse impliquant Shawa, Taspar, un agent Zhou, et une chasse sauvage dans la forêt de Tuken, Shawa fut capturé et livré avec le consentement de Taspar. Taspar avait en effet abandonné son ancien allié. Cela scelle le destin des Kui, et met fin à la stratégie à 2 volets de Taspar. Mais l'influence chinoise sur lui ne faisait que commencer. L'afflux de la noblesse Kui du Nord dans le khaganat de Göktürk a exercé une certaine influence sur les affaires internes de Tuken. L'exemple le plus notable est la conversion du Khagan, du tangrisme au bouddhisme. À la fin des années 570, pendant la guerre d'indépendance de Kui, Taspar a reçu la visite du moine chinois Huilin. Le moine a converti Taspar de la religion bouddhiste. Le Khagan a même construit une pagode bouddhiste spécialement pour son nouvel ami chinois, ainsi que pour tous ses subordonnés, qui devaient également se convertir. Pendant la période de conversion, Taspar s'est également intéressé à la culture chinoise, qu'il a pleinement assimilée après la construction de la pagode. Mais contrairement au raisonnement de Taspar, les Turcs ne l'ont pas suivi. Selon les sources disponibles, pas un seul membre de la dynastie Ashina, pas un Ouzbek, et pas un individu du peuple ne s'est converti au bouddhisme durant cette période. Le peuple turc adhérait toujours au tangrisme. Peut-être cette religion, ou plutôt cette philosophie, convenait-elle mieux à leur vie quotidienne et à leur mentalité que le bouddhisme. Après tout, leur lien avec Mère Nature était déjà ancré dans le tangrisme. Quelque chose qu'ils ne voyaient pas dans le bouddhisme. De plus, les Turcs étaient sceptiques quant à cette forme de bouddhisme en particulier. Cette religion est née dans ce qui est aujourd'hui le Népal, et s'est ensuite répandue en Chine. La version à laquelle Taspar a été converti correspondait au bouddhisme chinois, et comprenait donc certaines vues spécifiquement chinoises. Un danger pour les Turcs semi-nomades de la steppe, comme cela allait se révéler vrai. Lorsque Taspar est décédé en 581, il a laissé derrière lui un empire mondial aux proportions gigantesques. Il avait résisté à toutes les crises et à tous les conflits des 30 dernières années. Istémi, qui était mort entre-temps, y avait également apporté sa contribution. Mais lorsque la noblesse turque se réunit à Eutuken pour le Toy, l'Assemblée nationale, afin d'élire le successeur de Taspar, le chapitre le plus sombre du livre des Göktürk commença. Malgré toute sa puissance, le Khagan n'avait pas été un despote, et la Torre stipulait qu'en temps de crise, la noblesse avait le droit d'élire le prochain Khagan. Cependant, la situation à l'Assemblée est tendue. Normalement, le système de succession suivait la tradition que les anciens avaient cultivée. Le souverain décédé a été suivi par son frère cadet B, puis par le fils de A, puis par son cousin et le fils de B, et ainsi de suite. Mais cette fois, la tradition a été renversée sur les Toy, par un prince nommé Ishbara, le fils du défunt Isik, et petit Khagan sous Taspar. Il s'est opposé à l'arrangement de l'héritage de Taspar. Le souhait de Taspar avait été de choisir son neveu Turmen Apa, fils de Mukan, comme prochain Khagan. Mais les successeurs désignés n'existaient pas chez les Turcs. Le Khagan n'avait pas le droit de choisir son propre successeur. Cette règle séculaire avait pour but d'éviter que le pouvoir du trône ne reste entre les mains d'une seule lignée de la dynastie pendant des générations. Une touche de démocratie ? Comme tous les frères de Taspar étaient déjà morts, l'homme le plus âgé de la génération suivante aurait dû suivre après sa mort. Dans ce cas, l'aîné de tous les fils était Amrak, le fils actuel de Taspar. Mais le prince retient son objection. D'ailleurs, il y avait un autre problème de succession au trône qui pourrait lui rendre justice, à lui ou à Ishbara. La plupart de la noblesse était composée de Turcs ou de personnes qui avaient fait défection dans la sphère culturelle turque. Et l'établissement de l'empire Göktürk était dû à la volonté de mener les Turcs à l'indépendance. Ainsi, un Turc devait devenir Khagan, comme auparavant. C'est pourquoi l'opposition à la décision de Taspar était particulièrement forte, parce que Apa avait eu une mère non turque. Selon Ishbara, elle aurait même été d'un rang inférieur. La violation de la tradition par Taspar,
et les origines non nobles et non turques d'Apa déclenchent une dispute chez Toy. À ce moment, Ishbara a menacé de se révolter si Apa était élu. Il propose Amrak comme alternative. Les délégués acceptent. Mais le règne d'Amrak ne dura même pas un an. Car Apa se rebelle contre cette décision et déclare le règne d'Amrak illégitime. Le prince jouissait d'un grand prestige auprès de ses partisans et était capable de les mobiliser pour une révolte. Le prudent Amrak s'en remet à la diplomatie et démissionne de son poste. Il pense avoir ainsi évité la révolte de Tormen. Mais il propose Ishbara comme nouveau Khagan. Le mécontentement de la noblesse se transforme en une rébellion ouverte, cette fois contre Ishbara. Apa déclare la guerre à Ishbara. Il reçoit le soutien de Tardush, le fils d'Istémi, et son successeur direct. Tardush avait gouverné l'ouest de l'Empire pendant 6 ans. Au début, cependant, il n'y a pas eu de confrontation militaire. Suite à la lutte pour le pouvoir à Eutuken, Tardush intervint dans les affaires de l'Est de l'Empire, violant une autre règle non écrite de la maison régnante. Tardush avait déjà exprimé ses désirs de prendre le pouvoir dans le Khaganat à Valentinu, un envoyé de l'Empire byzantin, lors d'une rencontre. Il voulait aller au-delà de sa fonction actuelle, après tout, un vice devrait un jour devenir un empereur tout-puissant. Apa, Ishbara, Amrak et Tardush. Ce n'étaient pas des puissances étrangères qui avaient mis en jeu le bien-être du Khaganat. Mais les pays étrangers ont certainement joué un rôle important dans les événements qui ont suivi. Alors que les princes ne voulaient que s'emparer du pouvoir et continuer à régner, il y avait des souverains ailleurs qui voulaient détruire le Khaganat. Depuis la mort de Taspar, une entité politique s'était développée dans le sud, qui représentait la plus grande menace à ce jour pour les Turcs. Un empire qui agirait contre les intérêts turcs non pas avec des soldats, mais avec des espions et des agents, la dynastie chinoise des Sui. Le général Zhu Yangjian contrôlait désormais l'empire Zhou et dirigeait, temporairement, l'un des plus grands et des plus puissants États d'Asie. Cependant, certains hauts généraux comme Yu Shijiong étaient sceptiques. Ils se sont ouvertement rebellés contre lui. Yang a choisi chaque rebelle individuellement et les a écrasés. Pour s'assurer qu'aucune rébellion n'éclate à nouveau au quartier général, Yang a fait brûler la ville de Yesheng, ancienne capitale des Kui et principal camp des rebelles. Yang n'a évidemment pas ménagé ses efforts pour rester au pouvoir. Il a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat au cours de cette période agitée. L'actuel successeur de Xuan, qui lui était apparenté, céda à la pression et transféra le titre impérial de Zhou à Yang. Ce n'est que maintenant que Yang peut officiellement s'élever au rang d'empereur et enterrer l'héritage des dynasties uniques Kui et Zhou, des familles dirigeantes aux ancêtres nomades. Yang devint l'empereur Wen, fondateur de la dynastie Sui. Wen ignore les attentes des Turcs, car en tant qu'empereur de Chine, il ne se soumet pas volontairement au Khagan. Cela a provoqué la colère d'Ishbara, car les Turcs de Gök avaient détenu le pouvoir en Asie du Nord-Est pendant 30 ans. Une guerre était inévitable. Mais elle est arrivée différemment que prévu. Les années 550 ont été une période de réveil pour les Gökturks. Les années 560 ont été marquées par des victoires, et les années 570 par des tensions. Maintenant, dans les années 580, non seulement la question du pouvoir dans le Khaganat, mais aussi les tensions avec les puissances étrangères culminent. Que ce soit à l'ouest ou à l'est du Khaganat, les conditions politiques instables font qu'il est difficile pour les Turcs de se concentrer sur leurs objectifs de politique étrangère. Mais compte tenu de leurs ambitions, les 3 jeunes princes suivants ne pouvaient être retenus. Le territoire sur lequel Tardush régnait correspondait aux terres que son père Istémi lui avait laissées. Il était en contact permanent avec les Byzantins. Contre les Perses au sud, il entreprit un bref pillage, mais l'Oxus resta la frontière turco-persane. Puis, un éclat diplomatique avec ses anciens alliés se produit. La dernière mission diplomatique auprès des Byzantins dont nous ayons connaissance remonte à 576. Turkshad, qui était un niveau en dessous de Tardush dans la hiérarchie politique, reçut la mission de Valentino de façon brusque et inamicale. La tâche de Valentino avait été d'informer les Turcs de l'ascension de Tibère au poste de vice-empereur de Justin, et par la même occasion, de réaffirmer l'alliance turco-romaine contre la Perse. Mais Turkshad était en furie. Il accuse Valentino d'héberger encore les Avars, et d'empêcher ainsi les Turcs de se venger. En raison de sa faible position de gouverneur, il permet à Valentino et à ses compagnons de se rendre à la cour de Tardush, mais peu après, il incite Anagé, prince des Utigures, et Bokan, un général turc, à envahir le pays byzantin. Lors d'une attaque surprise la même année,
les forces combinées d'Anagé et de Bokan assiègent la ville de Bosphorus, sur la péninsule de Crimée. Peu de temps après, les Gökturks se joignent à eux et assiègent l'ancienne ville grecque fortifiée de Cherson. L'empire des Gökturks avait atteint sa frontière occidentale. Cependant, il n'y a pas de guerre contre Byzance, et Tardush peut négocier avec Valentino que l'alliance se poursuive. L'occupation de la Crimée est cependant maintenue par les Turcs. En guise de punition pour la mauvaise conduite de Byzance, et pour prévenir l'expansion des Avars. Pendant ce temps, Ishbara Kagan se dirigeait vers la Chine. Il a immédiatement profité du chaos en Chine et a lancé une campagne contre les Sui. Il reçoit l'aide d'un général rebelle nommé Baoning, qui avait été un parent de Shawa. Ensemble, les troupes turques et chinoises capturent plusieurs garnisons frontalières. Malgré la violence sectaire qui régnait dans son pays, Ishbara demanda à Tardush, qui était arrivé en urgence de Crimée, à Appa et à son frère Baga d'envahir la Chine. Avec des forces combinées, les Gökturks ont conquis une large bande du nord de la Chine, pour la première fois. La muraille de Chine était de toute façon inutile depuis longtemps. Au moment où les Turcs sont sur le point d'avancer vers la capitale Chang'an, ils reçoivent la nouvelle d'une rébellion dans leur pays. La fédération de Tielé a profité de l'absence de Tardush et s'est révoltée pour la première fois depuis des décennies. En conséquence, Tardush retire ses troupes et marche rapidement vers l'ouest de l'empire Gökturk. Afin de mater une fois pour toute la rébellion dans son propre empire et de chasser en même temps les Turcs de Chine, l'empereur Wen ordonne une mobilisation générale. Il lance une attaque surprise près de Pétao en juin 583. L'armée turque, qui n'était absolument pas préparée, est durement touchée. Après cet acte d'imprudence, Ishbara, Appa et Baga doivent se retirer de Chine. Mais la situation s'aggrave, une maladie mortelle sévit dans l'armée. Lors de la retraite, de nombreux guerriers turcs ont trouvé la mort. C'est à ce moment que les agents et les espions chinois sont intervenus. Ils attisent le mécontentement dans l'armée et montent les commandants les uns contre les autres. Une dispute éclate à nouveau entre Appa et Ishbara. Appa partit avec ses soldats vers l'ouest, mais Ishbara le suivit et cette fois-ci l'attaqua réellement. Les troupes d'Appa perdent l'escarmouche et doivent se retirer encore plus à l'ouest, mais Ishbara est à nouveau sur leurs talons et ils sont à nouveau vaincus. Appa, paniqué, s'enfuit à Orduk, à la nouvelle cour de Tardush, qui était toujours occupée par la rébellion de Tielé. Ishbara, dont l'armée avait avancé très loin à l'ouest, s'assura de l'obéissance des souverains locaux avant de revenir. Ce faisant, il fusionne les armées des petits souverains avec la sienne, et avec un nombre supérieur de soldats, il marche à nouveau en direction de la Chine. Certains bègues rejoignirent l'armée d'Appa, horrifiés par l'imprudence d'Ishbara. Mais la joie d'Ishbara de s'emparer du pouvoir fut de courte durée. Les Chinois avaient réussi à fomenter des dissensions au sein de la noblesse turque, ils avaient d'abord incité Appa à faire la guerre à Ishbara, puis ils avaient même retourné Baga, le frère d'Ishbara, contre le Khagan. Après avoir abandonné la poursuite d'Appa et être retourné à Euturken, Ishbara a même fait assassiner la mère d'Appa, sa propre tante. De plus en plus de bègues se détournèrent de lui pour rejoindre l'armée de Tardush. Dans l'un des tournants les plus ironiques de l'histoire turque, Ishbara demanda soudain l'aide des Chinois. Son épouse platonique, Qianjin, veuve de Taspar, en voulait à la dynastie Sui. Cependant, l'empereur Wen ordonna un rapprochement avec eux. Elle reçoit alors la visite de diplomates Sui à Eutuken. Sur leur conseil, Ishbara se tourne vers les Sui. Au cours de ce processus, un espion nommé Ansin Sheng enregistra avec précision toutes les traditions et tous les événements turcs, et les rapporta à l'empereur Wen. Ces connaissances ont permis à l'empereur d'envoyer d'autres espions, cette fois chez les Turcs occidentaux. En retour, Ishbara a reçu la protection militaire des troupes de l'empereur Wen. L'empereur, à son tour, a pu faire jouer Ishbara contre les Turcs occidentaux. Et les espions qui vivaient à la cour de Tardush semaient déjà les graines de la prochaine dispute, cette fois dans la partie occidentale de l'Empire. Car si Ishbara devait être vaincu par Tardush et ses alliés, Wen n'aurait qu'à donner l'ordre aux Turcs d'Occident, plus forts, d'être les prochains à se diviser. Au final, le danger de tous les souverains turcs, qu'ils soient Khagan ou bègues, serait écarté. C'est du moins ce que pensait l'empereur Wen. Les Chinois ont joué le jeu de diviser pour mieux régner. Leurs plans ont certainement fonctionné. En septembre 585, au cours de la troisième année de la guerre civile, les Turcs occidentaux marchent vers Eutuken. Ishbara s'était déjà enfui en Chine. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé ensuite, on sait seulement que Ishbara et Appa sont morts en même temps en 587. Mais tout Turc qui avait espéré que la guerre civile prendrait enfin fin devait être amèrement déçu.
car la division du Khaganat était déjà achevée. Tulan hérita d'Ishbara. Tardush avait maintenant vu sa chance dans l'ouest de chasser Tulan et de se déclarer le seul Khagan. Mais son plan visant à obtenir un soutien en vainquant la Chine n'a pas fonctionné, en raison des longues distances que son armée a dû parcourir de l'ouest à l'est de l'Asie et de l'empoisonnement des réserves d'eau. Il a subi des pertes massives, sans avoir combattu l'empereur Wen une seule fois. Les Tielais, et d'autres tribus, se révoltent et expulsent Tardush, qui doit chercher asile en Chine. Là, il meurt en 603. Un seul des 4 princes est resté en vie. Baga. Peut-être, il a eu le destin le plus honorable de tous. Poussé par la situation politique désastreuse dans son pays, et peut-être par les sécheresses résultant de grandes catastrophes naturelles, Baga, en tant que Khagan de bas étage, envahit l'Iran avec une grande armée turco-unique. Après avoir traversé l'Oxus, il conquiert les villes de Balkh, Herat, Talakan et Badji. Toutes ces villes se trouvaient en Bactriane, dans l'actuel Afghanistan. Les Gökturks marchent ensuite vers l'ouest et atteignent le Tabaristan, la province que Istémi avait envahie 20 ans auparavant. Cette fois, les Sassanides prennent les armes. Ils envoient le général Bahram Chobin pour une contre-attaque massive. Lors de la bataille de la roche hirkanienne, il a vaincu l'armée turque et l'a poursuivi jusqu'à l'Oxus, où il aurait personnellement touché Baga d'une flèche et l'aurait tué. Bahram Chobin a même atteint la région de Boukhara. Cependant, une guerre civile débute en Iran, après que Bahram ait rassemblé de nombreuses troupes loyales derrière lui, et se soit proclamé roi des rois. En conséquence, son adversaire, le jeune Khosrow II, était ironiquement soutenu par les Byzantins. Bahram perd et doit fuir, ironiquement chez les Turcs, ses anciens ennemis jurés. Mais ceux-ci l'accueillent très favorablement. Bahram devint un général respecté à Orduk et, à un moment donné, il découvrit même une conspiration au sein de la dynastie des Achinas. Peu de temps après, Khosrow a fait empoisonner le général par un agent. Finalement, Khosrow II avait pris le pouvoir sur l'Empire perse avec l'aide de Byzance. Mais au lieu d'utiliser cette situation à son avantage maximum, l'empereur Justin II, vieil ami d'Istémi, s'est détourné de l'Iran et a plutôt tourné son attention vers les Avars, adoptant ainsi une attitude passive envers les Perses. Cette décision s'est avérée fatalement mauvaise sur le plan géopolitique. Et les Turcs ? Les seigneurs de la steppe avaient perdu le dernier des 4 princes dans la bataille, et en outre d'importantes colonies le long de l'Oxus. Certes, ces derniers seront plus tard rendus aux Turcs. Mais les défaites face à la Chine et à la Perse, et surtout les conflits internes, ont porté un coup très dur au Khaganat. Ou plutôt, aux 2 Khaganats. L'Est et l'Ouest étaient hostiles l'un à l'autre. Les souverains ne cessaient de s'échanger des amis et des ennemis. Qui gouvernait ne comptait plus guère. Qu'il s'agisse de Tulan, Yami, Chibi ou Tardush le Jeune, les souverains turcs ne sont plus souverains et leur désespoir est parfaitement clair pour leurs adversaires étrangers. Mais ce n'est pas la fin des Gökturks, loin s'en faut. Quelques 30 ans plus tard, les Achinas reviennent sur la scène mondiale, cette fois dans 2 imposants conflits, à nouveau contre la Perse et la Chine. Cette fois, les Turcs ont eu la chance d'être dirigés par 2 souverains compétents. Le premier d'entre eux était Tong Yabgu. Tong signifiait autant que tigre, ou héros. Le jeune souverain avait en effet mérité son nom. Entre 618 et 628, il réunit les Turcs du Khaganat occidental, reprend ses relations avec Byzance et intervient dans la guerre byzantino-persane qui dure depuis maintenant 20 ans. L'empereur Héracléio avait promis à Tong Yabgu des cadeaux, de plus, un butin dans le Caucase, si les Turcs aidaient à vaincre les Perses. Tong envoie alors une armée de 1000 hommes à travers le dangereux territoire perse, pour délivrer son message à l'empereur: « Je me vengerai de vos ennemis et viendrai avec mes vaillantes troupes à votre aide. » Puis, il ordonne à Berishad, son neveu, de se battre. En 627, ce dernier assiège la ville fortifiée de Derbe, au Daghestan, avec une armée décrite dans les sources comme khazarienne. De là, les Turcs ont pu envahir l'Albanie caucasienne, à ne pas confondre avec l'Albanie actuelle, et pénétrer en Perse. Les Khazars ont été victorieux et ont occupé de nombreuses colonies. Lorsque les Byzantins rejoignent l'Anatolie, les Gökturks assiègent Tiflis dans le royaume d'Ibérie. Héracléio et Tong Yabgu se rencontrèrent dans le camp, s'embrassèrent respectueusement et s'offrirent des cadeaux. Les Turcs se retirent après 2 mois, et les Byzantins marchent vers Ninive, où ils triomphent de l'armée perse. Encouragé par cette victoire, Tong Yabgu revient, réussit à envahir Tiflis et fait piller la ville.
Ses plans fiscaux indiquent qu'il avait l'intention d'incorporer le Caucase à son empire, plutôt que de rebrousser chemin après le pillage. 3 ans plus tard, lorsque les Perses lancent une contre-attaque, le général turc Chorpan Tarkan entre en Arménie, attire les 10 000 Perses dans un piège et les détruit au combat. Mais soudain, toutes les armées turques se sont repliées dans les steppes. Tong Yabgu avait été assassiné par son propre neveu, Sibi. Tong Yabgu est entré dans l'histoire comme le conquérant des Perses, avec son allié byzantin Héracléio. Mais il aurait pu accomplir bien davantage pour son empire s'il n'avait pas été tué par sa propre chair et son propre sang. Le chaos politique éclate à nouveau dans le Khaganat occidental. Cette fois, 10 tribus influentes, les Onhokai, prennent le pouvoir. Cependant, les Turcs n'agissent plus dans l'unité. Lorsque les Arabes avancent vers le nord en 636, la puissance turque est déjà épuisée, tout comme celle des Byzantins et des Perses. L'avant-dernier grand roi était le Khagan de l'Est, Ilig. Jusqu'alors, les Turcs avaient été des vassaux tributaires des Chinois suis. Mais après 2 guerres dévastatrices contre les Coréens, l'Empire suisse se désintègre dans une guerre civile. Les Turcs profitent de la situation et s'allient en partie avec les Coréens. Ilig envahit alors directement la Chine. De 621 à 626, il s'est progressivement avancé dans l'intérieur de la Chine du Nord avec son parent Teul. 18 jours seulement après que Taizong soit devenu empereur et ait proclamé la nouvelle dynastie Tange, les troupes d'Ilig se tenaient devant la capitale de cette dernière, Chang'an, prête à attaquer. Ilig et Taizong se sont rencontrés sur le grand pont de la rivière Wei. Les Chinois ont promis un tribut aux Turcs, de sorte que l'armée turque a été apaisée et partie. Mais lorsque des disputes ont éclaté à la cour d'Ilig l'année suivante, Taizong est intervenu et a soutenu les déserteurs. Au même moment, les vassaux turcs d'Ilig, qui étaient également soutenus par Taizong, se sont révoltés. Ils se sont alors proclamés les Xueyantuo et sont devenus indépendants. Pour aggraver les choses, il y avait également des troubles chez les Tatabi, une grande tribu mongole. Lorsque la tentative de Teuleu de réprimer les Tatabi échoue, Ilig le fait torturer pendant 10 jours, lui qui est son propre parent. En conséquence, Teuleu s'est enfui en Chine, et Taizong l'a accueilli avec bienveillance à la cour. Finalement, Taizong lance une attaque majeure contre le Khaganat. Il rassembla et soutint tous ceux qui s'étaient éloignés d'Ilig, et conquit l'ensemble du territoire turc en quelques années. Ilig fut capturé et découragé, mais fut reçu avec gentillesse par Taizong et traité avec respect à la cour. Cependant, Taizong ne s'arrête pas là et entame une campagne de 10 ans contre tous les Turcs d'Héruasie. Petit à petit, les Chinois se sont débarrassés de la menace turque. Taizong n'avait pas d'aversion culturelle pour les Turcs. Il a même pris le titre de « fils du ciel » et est désigné dans l'historiographie chinoise comme l'empereur céleste des Turcs. Néanmoins, il a privé les Turcs de leur indépendance afin de les lier à lui. La rille politique de la plus belle espèce. Ces événements ont été suivis d'une fragmentation politique, d'invasions hostiles, de fratricides, de catastrophes écologiques, de famines et de morts, tant dans les territoires turcs occidentaux qu'orientaux. La culture turque s'était répandue dans toute l'Eurasie grâce aux Achinas. Ils avaient également fait progresser le commerce le long de la route de la soie et facilité les échanges culturels entre la Chine et la Rome orientale. Mais l'aspect le plus important d'être un Turc, la liberté, était perdu. Au milieu du 7e siècle, les Gökturks n'existaient plus. Les Chinois à l'est et les Arabes à l'ouest avaient donné le coup de grâce aux 2 Khaganats. Mais les pires attaques et les plus grandes souffrances ont été infligées par les Turcs eux-mêmes. Le plus grand ennemi du Turc, à cette époque, était le Turc lui-même. Pendant longtemps, les Turcs ont vécu dans l'obscurité. Certains d'entre eux au sens propre, car les Achinas avaient disparu un jour sans laisser de traces. Mais ils n'étaient jamais vraiment partis, et s'étaient cachés dans une certaine zone de grotte sur l'Altai. Là, où leur aventure avait commencé il y a 100 ans, ils attendaient l'occasion de frapper. Comme un phénix, ils allaient renaître des cendres d'antan et, comme Bumin et Istémi, libérer les Turcs de leur servitude et les conduire à l'indépendance. Mais la souveraineté n'est pas simplement donnée. Il faut la mériter. Sazım çalırma, ögür gönlü
Yıldızsız gününde, batırlı karagan tününde